Salut tout le monde, bienvenue en ce lundi 28 mars, je suis Pascal Borras pour vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Overtime, le 29e pour être tout à fait précis, et puis sans plus attendre, salutations aux personnes qui sont déjà dans le chat, Georges-Henri, Vladi, Alain, Kevin, Rodrigo, Jérôme, vous êtes très nombreux, même Marc, Richard, et à tous les autres, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour cette émission, on va parler du bilan de Genève Servette avec notre invité. On reviendra ensuite sur les séries des clubs romans. Fribourg-Lausanne, 1 partout dans la série. Zurich-Bienne, 1-2 dans la série. Et puis on vous évoquera le programme de la semaine. N'hésitez pas à garder vos questions sur les deux séries de playoffs pour plus tard ou à les reposer dans le chat si jamais je les oublie. Et puis pour cette émission, j'ai un collègue, j'ai un invité. Je vais vous les présenter tout de suite. Jean-Philippe Presselwenger et Louis Matz. Salut messieurs. Salut à tous. Salut Pascal. Alors puisque Louis est là, on va parler du Genève Servette, on va faire le bilan, puis je vous propose qu'on s'y mette tout de suite, puisqu'on a déjà quelques questions qui sont là, mais on va commencer par le petit jingle habituel. Et Louis, avec toi, on a envie de revenir sur la saison. On va le faire, je te propose de faire en 3 parties, ça dit la saison en 3 parties. Mais avant de commencer les questions, vous commencez à en avoir l'habitude. On a un maillot à vous faire gagner, et pas n'importe lequel, puisque vous reconnaissez celui d'Henrik Temernes. La question, elle est toute simple. Vous répondez dans le chat sur Facebook en direct. Combien de points le Suédois a-t-il réalisé pendant la saison régulière ? Et on tirera au sort après l'émission le gagnant. On l'avertira par message privé. Il doit être neuf celui-là, parce qu'il a plutôt joué avec un maillot jaune cette année. Ouais, je t'assure Jean-Philippe que celui-là, ils sont le propre, ouais, effectivement. Mais on l'a depuis avant la saison. Donc ça va être assez facile de l'avoir. Louis, si on regarde la saison, je l'ai dit, on va découper ça en 3 parties. On peut commencer par la première partie de la saison. C'est 23 premiers matchs sous la houlette de Patrick Aymon comme entraîneur principal. Mais avant vraiment de regarder un peu en détail les matchs ou tout ça, est-ce qu'il n'y a pas eu un contre-coup de la finale 2021 pour l'équipe, notamment au niveau des blessures ? Ouais, je pense qu'au niveau des blessures, tu ne te trompes pas parce que aller en finale, tu payes un prix. Et puis, déjà en finale, il nous manquait quelques joueurs réguliers qu'on n'a pas pu aligner. Et puis après, tu as plus de blessés, il y a plein de petits bobos qui ressortent. Et puis, c'est sûr que le camp d'entraînement a été perturbé par l'effectif qui n'a jamais été complet. Et puis, je ne sais pas si tu te rappelles le premier match à Zurich, on jouait quand même avec 3 juniors élites dans le line-up en défense. Et puis, on essayait de combler ça. Et puis, écoute, quand tu commences avec beaucoup de blessés comme ça, ben, tu un peu surjoues ton effectif régulier. Et puis, les personnes ne sont pas le domino n'est pas au bon endroit. Et puis, c'est un peu ce qui nous a je dirais, contrecarré les plans. Tu parlais de ça, on a vu l'exemple notamment Carrère et Lecoultre qui ont disputé leur premier match de préparation lors du premier match de la saison régulière. C'est pas forcément évident, ça aide pas non plus à se mettre dans le rythme. Et puis ensuite, il faut trouver le fameux rythme. Et ça n'a pas aidé d'avoir des séries de défaites au début. Non, justement, on parle de Carrère, on parle de Lecoultre. Il y a Morer qui a eu son premier match amicaux 2 semaines avant de commencer. Et puis ensuite, Mercier, jamais été capable de revenir à temps. On l'attendait pour le mois d'août. Et puis après, il est revenu au mois de janvier. Donc, c'est tous des petites choses qui font que ça fait une pièce de plus au puzzle, sans parler de l'attaque. Et puis après ça, en début de saison, on a eu notre gardien qui s'est blessé aussi. Donc, c'est plein d'éléments qui ont fait que le début de championnat était perturbé au niveau des performances. Ça, c'est toutes des choses que vous ne pouvez pas vraiment maîtriser. Par contre, il y a d'autres choses que vous pouvez maîtriser. Par exemple, le remplacement d'Éric Fer, qui était un élément important dans l'effectif de Genève Servette. Et puis, le choix de faire confiance à Charlin. Comment vous voyez ces choix maintenant avec le recul? Bon, faut pas oublier aussi, il y a la décision de Linus Ullmark de rester en Suède aussi, qui n'était pas prévue, qui a perturbé un peu tout ça. Quant à Éric Fer, écoute, il y avait une personnalité sur la glace, c'est sûr. Et puis, les seuls qui étaient contents, je pense, c'était les arbitres de ne pas le revoir cette année. Par contre, il a manqué beaucoup pour nous dans le vestiaire parce que
Quand on parle d'exemple de leader, c'est un vrai leader. Il est capable de remettre les gens en place. Et puis, en tant que coach, tu te sens appuyé dans ces moments. Et puis, autant c'est un gars qui est rigolo, c'est un bon gars d'équipe qui était très bon avec les jeunes, autant qu'il savait remettre les gens en place. Et puis, ça, c'était important. Quant à la décision de Charlin, écoute, c'est une décision qui avait été prise vers la fin de l'année précédente. Et puis, OK, Charlin n'a pas performé comme on s'attendait, mais je veux dire, Charlin, c'est le dernier rempart sur la glace. Donc, avant de se rendre à Charlin, on jouait pas bien défensivement. On donnait beaucoup de chances de marquer. Les chances de l'enclave étaient une fois et demie plus que prévu. Et puis, c'est tous des éléments qui ont fait que, je veux dire, faut pas juste penser que le début de saison était la faute à Charlin. Non, loin de là, je pense que c'était une démobilisation collective. Et c'est justement dans ces démobilisations collectives qu'un Eric Fer dans le vestiaire aurait pu être un secours bienvenu. Bon, c'est sûr qu'Éric aurait pu apporter, mais je veux dire, qui sait, on parle d'Éric Fer, peut-être qu'il aurait commencé la saison, il y aurait eu une blessure, et puis je veux dire, on peut aller loin avec des si, mais je- écoute, je pense pas que Vatanen pardon, Phil Poula a eu un mauvais début de saison. Je pense qu'au niveau des points, Non, clairement il pas. n'y a pas un bon début de saison. Par contre, c'est sûr que c'est pas la même configuration de joueurs qu'on avait sous la main. Il y a euh, Marc qui dit que ça fait bizarre de ne pas avoir Genève Servette en play-off. Bah, il avait une autre question, c'était quel est le programme pour une équipe en vacances avant de passer à la suite. Louis, qu'est-ce qui est prévu là pour les joueurs ces prochains jours? Bon, on a la remise des trophées avec les fans demain. Et puis après, on va donner congé. Bon, on garde quelques joueurs sur la glace qui vont sûrement rejoindre l'équipe nationale en attendant pour les garder en forme. Les autres sont en vacances et puis on va recommencer les entraînements d'été après Pâques le 19 avril. On a entendu beaucoup de choses hein, sur le début de saison, notamment des tensions entre le coach, l'équipe, même au sein du coaching staff, beaucoup de rumeurs. Est-ce que tu peux confirmer, infirmer ce genre de choses? Bon, écoute, tu sais comment ça se passe, Pascal. Il y a des choses qui restent dans le vestiaire et puis je veux dire, je pense qu'ils font partie de la vie professionnelle comme dans toute entreprise. Et puis, je te dirais que, bon, tout n'était pas parfait, mais je veux dire, il n'y a pas tout qui était négatif non plus. Et Alors, du coup, comment on explique voilà, il y a eu des retours hein, dans l'effectif, mais comment tu expliques que cette équipe plus ou moins démobilisée, avec en l'espace de quoi 10 jours en mi-novembre, devient une machine à gagner? Parce que c'est quand même ça, hein, Genève Servette sur la fin de saison régulière. Ouais, je pense que sur on parle des 29 ou 30 derniers matchs, on était l'équipe avec la meilleure moyenne de points. Bon, je pense qu'il y a eu une prise de conscience de tout le monde. Après, on était loin de nos objectifs, donc il a fallu remobiliser tout le monde. Retour des blessés, c'était une chose qui nous a aidé grandement. Et puis après, je te dirais que euh, la performance des gardiens qui sont venus, Zurkirchen, Niffler, a été au-delà des espérances. Et puis, on les protégeait mieux, on jouait mieux. Et puis, tu sais comme ça fonctionne. Quand tu es en confiance, ben, tu as le puck qui roule en ta faveur, tu as le rebond qu'il te faut. Et puis, je pense que c'était plusieurs éléments qui ont fait qui ont permis à Genève Servette de remonter la pente comme ça. d'un point de vue personnel, comment est-ce que toi, tu as vécu le licenciement de Patrick Aymon? Parce que tu le connais depuis longtemps, tu as partagé le bureau où tu te trouves actuellement longtemps avec lui. Bon, c'était spécial, hein, pas seulement parce que c'était Patrick, c'était que, écoute, ça fait 15 ans que je suis ici, c'est la première fois que je vivais un congédiement en pleine saison. Donc, pour moi, les premiers jours ont été un petit peu durs à gérer, à trouver sa place, à- à être capable de dire ce qu'on pense, mais d'une manière pour pas froisser les gens. Euh, écoute, ouais, il a fallu un petit peu d'ajustement, mais je veux dire, quand tu travailles pour une équipe, écoute, tu mets ton ego de côté, tu mets tout ce qui est possible pour allier tout le monde au succès.
J'ai une question dans la structure du staff. Parce que quand même, il y a quelque chose qui m'a surpris. On avait Patrick Aymon, on avait Yann Cadieux qui était pour les attaquants, toi pour la défense et Beaulieu pour les gardiens. Je schématise. Et ensuite, au moment où Yann Cadieux prend le lead, cette place, on entendait peut-être quelqu'un qui gérait les attaquants avec cette expérience-là, et arrive Ricard Franzen, alors qui est quelqu'un d'assez agréable hein, à côtoyer, mais qui est un spécialiste de la défense, comme tu l'es toi. Alors comment ça s'est réparti, comment les rôles se sont répartis sur cette deuxième partie de saison? Moi, écoute, comme la première partie, je pense que j'ai été en poste avec les défenseurs et puis j'ai gardé les mêmes fonctions. C'est sûr que quand Ricard, je veux dire, je connais Ricard quand même depuis quelques années pour avoir coaché contre lui, donc c'était pas un inconnu à mes yeux. Et puis, on a toujours eu une relation cordiale quand on se côtoyait pour les matchs. Et puis, non, on a continué à garder les mêmes fonctions. Ricard s'est ajusté avec les attaquants et puis il prend en charge le powerplay aussi. Et puis après, c'est des échanges quotidiens, c'est des échanges comment on voit la chose. Mais après, tout ce qui est système défensif, je veux dire, c'est plus au niveau collectif où on a fait des changements lors des derniers matchs. Alors avant d'évoquer ces changements, il y a un autre Louis dans le chat qui rebondit sur ce que tu dis par rapport à Ricard Franson. Il veut savoir s'il sera encore là la saison prochaine, car pour lui, il a été une des pièces maîtresses de cette fin de saison. Écoute, ça, c'est les discussions à l'heure actuelle entre Marc Gauci, Yann Cadieux, savoir comment déjà le poste de Yann va être défini et puis savoir s'il revient avec les mêmes assistants. Donc après, ça devrait se décider dans les prochains jours parce que on a fini les meetings avec les joueurs, maintenant c'est les meetings avec le staff. Justement, alors tu parlais des changements. Qu'est-ce que concrètement a changé avec l'arrivée de Yann Cadieux au niveau du jeu pour Genève Servette? Bon, c'était plus en zone défensive où il y a eu un petit peu plus de changements parce que on était un petit peu sous l'ère Aymon, on était un peu sur un hybride entre man-to-man et puis défensive de zone. Et puis avec Yann, on est arrivé plus avec une défensive de zone sur les 30 derniers matchs. Mais peu importe le système, je veux dire, vaut mieux des fois avoir un mauvais système qui est bien effectué qu'un bon système qui est mal effectué. Après, je pense que c'est plus la prise de conscience et puis la manière d'effectuer ton système où tu deviens un petit peu plus, comment je pourrais dire, exigeant par rapport au, à la tactique individuelle dans ta zone. La saison prochaine, il y a il y a du monde qui arrive. Hein. Il y a Vermine qui s'en va, il y a Praplan qui arrive, il y a Bertagia qui arrive. Jonathan Mercier qui a été partiellement blessé, partiellement surnuméraire, ne sera plus là. Ces ajustements, ça fait simplement partie de la vie d'un club. Ouais, je pense que c'est le roulement d'un club. Hein. Il y a des joueurs qui arrivent, il y a des joueurs qui partent. Et puis, écoute, ça fait du changement aussi. On dit souvent que le statu quo, c'est de rester sur place. Et puis, je pense que c'est ce qui fait la beauté du sport. Donc, il va falloir recréer une chimie avec tous les nouveaux. Et puis, écoute, c'est le quotidien. Ouais. Il y a encore pas mal de points d'interrogation, hein, notamment avec les étrangers. Oui, avec les étrangers, on doit savoir si on continue à 5 ou on va à 6, tout dépendamment de Houlton et Clouten qui visent la promotion. Et puis après, bon, tu sais comment ça se passe durant l'été. Il y a toujours des joueurs qui sont sur le marché. Et puis, ça peut intéresser des équipes. Et puis, il y a des équipes aussi qui veulent peut-être se départir de quelques joueurs. Donc, mais ça, je pense que c'est, comme tu dis, ça fait partie du business. Sans entrer dans le côté politique, avec ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité pour les GM d'avoir des joueurs qui étaient en KHL ou qui visaient plutôt la KHL, qui vont se retourner vers la Suisse et ainsi venir peut-être à des prix peut-être plus intéressants aussi pour les équipes? Oui, en effet, c'est un bon point parce que quand tu parles aux agents, il y a quoi? Il y a à peu près, ils parlent entre 120 et 130 joueurs étrangers hors nationalité russe qui pourraient être sur le marché compte tenu de ce qui se passe en Ukraine. Donc,
Après, c'est comme l'offre et la demande, hein. Donc, ça peut donner un petit coup de main aussi au directeur sportif pour économiser un peu l'enveloppe budgétaire. Ouais, parce que les joueurs suisses sont pas bon marché, hein. Ça prend pas tellement ce chemin-là, hein. Écoute, les joueurs suisses, je te dirais, c'est comme la monnaie, la monnaie suisse, hein. Ça a une forte valeur et puis je pense que c'est à leur avantage et puis comme la monnaie. Donc, on se réfugie dans le franc suisse, comme on dit. Je voulais rebondir sur la question de Jean-Philippe juste avant. Louis, dans la liste qui a été évoquée, il y a Jonathan Mercier. Tu le connais depuis très longtemps, puisqu'on rappelle, tu parlais de 15 ans, mais tu es arrivé en 97 à Genève pour t'occuper du mouvement junior. Jonathan avait 11 ans à l'époque, donc tu l'as coaché quand il était chez les petites catégories. Est-ce que ça te fait quelque chose au niveau personnel que ce joueur-là que tu as vu grandir va quitter Genève Servette? Tu peux juste répéter, Pascal, j'ai pas entendu le dernier bout. Est-ce que ça te fait quelque chose de te dire qu'un jeune que tu as accompagné comme Jonathan Mercier va quitter le Genève Servette cet été, alors que tu le connais depuis très longtemps? Oh, c'est sûr que c'est toujours un peu spécial, hein, compte tenu, même Joe, on a toujours une bonne relation. C'est un super soldat dans une équipe. Et puis, écoute, il a vraiment pas été chanceux avec sa blessure au poignet. Ça a pris beaucoup plus de temps à guérir. Et puis, je te dirais que c'est même pas guéri encore complètement. Donc, et puis, bon, ben, tu vois, tu arrives à la fin comme ça, où il essaye de rattraper l'équipe qui était partie depuis le mois d'août. Ça a pas été- Je lève mon chapeau, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné. Et puis lui, il a toujours été là tous les matins et puis à faire son boulot, puis à le faire comme il faut. Tu ne l'entends pas. Et puis c'est sûr que là, ben, tu arrives dans une phase où il est, il est sur la fin de sa carrière. Et puis, tu, euh, comme on en parlait la semaine dernière, c'est plus les circonstances qui ont amené que, parce que je suis persuadé que si cette blessure-là n'était pas arrivée, ben, physiquement, il sera à un autre point aussi. Mais je veux dire, ça va avec la personnalité du bonhomme. C'était un guerrier toute sa carrière à bloquer des shots, à bien travailler défensivement. Et puis, écoute, c'est comme ça, hein. Il y aura plus de 800 matchs, hein, avec le maillot de Genève Servette. D'après ce que nous disait Marc Gauci, il y a une proposition de la part du club pour le garder, hein, pour garder ses compétences, etc. On ne sait pas encore dans quel rôle, mais il semble qu'il y ait quelque chose sur la table, en tout cas. Oui, exactement. Marc, Marc avait préparé le terrain avec son contrat qui arrivait à échéance. Et puis, je sais qu'il y a quelque chose qui a été proposé par le club. Il y a Vladi dans le chat qui a réagi sur la Swiss League, c'est un suiveur de Swiss League, et qui voulait savoir quelle était ta préférence entre Cloton et Holton pour l'année prochaine au niveau de la promotion. C'est une bonne question. Je pense pas que j'aille de préférence. Je pense que la meilleure équipe doit gagner. Et puis, l'équipe qui est la mieux structurée et puis qui va pouvoir arriver à survivre en National League, je pense que c'est elle qui le doit monter. Et puis, c'est jamais facile, hein, pour une équipe de faire la promotion, arriver si tard sur le marché avec tous les joueurs sous contrat. Donc, je pense que la meilleure équipe doit gagner, tout simplement. Et puis encore une réaction par rapport à ce qui a été dit de Nicolas Scheuer-Jans, donc que tu connais un petit peu. Il dit bonjour à tous, salut Louis. Est-ce que les défenseurs suisses ne sont pas trop chers pour leur rendement? Tout est relatif, hein. Je veux dire, moi, sans parler de salaire ou quoi que ce soit, moi, la seule chose qui me frappe depuis une année ou deux, c'est comment les défenseurs suisses vieillissent et qu'il y a peu de remplacements qui viennent par-dessus. Moi, c'est mon gros point d'interrogation. Souvent, on en parle en meeting. Les joueurs vieillissent, mais il y a beaucoup moins de joueurs qui poussent devant. Bon, quand tu commences à jouer au hockey, c'est pas trop sexy de défenseur, hein. Tout le monde veut marquer des buts, tout le monde veut arrêter des pucks comme les gardiens. Et puis, défenseur, c'est un peu à laisser pour contre. Et puis, c'est dommage parce que, je veux dire, quand tu regardes les joueurs qui ont le plus de valeur en NHL ou même ici en National League, les excellents défenseurs, bon, ben, ils ont une grosse part de responsabilité. Et puis, comme on dit, ça se paye, la qualité se paye.
Et puis, mais moi, c'est ce qui m'interroge le plus, c'est les jeunes qui montent comme défenseurs. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, d'autant plus que ça prend du temps à former un défenseur, un petit peu plus de temps qu'un attaquant. Mais quand on voit des gars, alors il y a Smons du côté de Genève qui commence à faire un peu sa place, qui a aussi joué des bons matchs avec la Chaux-de-Fonds, que ce soit en play-off, dans un rôle un peu différent où il a plus de temps de jeu, plus de parties offensives. Mais on trouve dans d'autres équipes, on voit Wardou, Ebicher, Baragano, c'est des jeunes Suisses qui se sont plutôt bien imposés en National League du côté de Rapperswil. On a Henauer à Berne qui a aussi fait son travail. Il y a Bienne qui en sort régulièrement avec Delémont, avec Stempfli, etc. Est-ce que c'est vraiment aussi compliqué que ça? Bah, c'est pas que c'est que ça prend du temps. Je veux dire, tu peux connaître une bonne saison. Tu regardes Henauer, il a connu une excellente saison l'année dernière. Cette année, c'est un petit peu plus difficile. Et puis, la force des grands joueurs, c'est pas juste le talent, c'est la constance. Et puis, c'est là où il faut être patient. Comme tu l'as dit avant, on a Smods qui est jeune, on a Chanton qui est jeune. Et puis, c'est un peu cette voie-là qu'on veut emprunter. On regarde encore pour d'autres jeunes défenseurs qui vont monter. Et puis, mais c'est vraiment la constance qui se fait pas seulement sur une année ou 2 ans, mais c'est plus sur 3, 4 ans. Je peux rebondir encore, Pascal? Vas-y, On a le vas-y, temps? vas-y, oui, on a le temps. Je me souviens d'une conférence de presse avec l'arrivée de Patrick Aymon. Et il y avait encore Chris Maxorley. Et l'explication, la base de cette conférence de presse, c'était on va bâtir sur 3 ans et on va donner du temps aux jeunes joueurs de notre mouvement junior. Il y avait eu les 2 titres de U20, etc. Et là, on a un peu l'impression qu'on fait machine arrière. Les gens qui arrivent dans l'équipe sont plutôt des joueurs suisses confirmés, Praplan, Bertagia, etc. Comment tu vois ce shift d'une première intention liée aux juniors et puis maintenant, on se met un peu dans le rang par rapport à ça? Bon, ça, c'est plus une question, je pense qu'il faudrait que tu regardes avec Marc. Je pense que c'est plus au niveau de la philosophie qu'il veut donner à l'équipe. Mais c'est vrai que 3 ans en arrière, on était l'équipe qui était, je pense, la plus jeune de la Ligue. Et puis, bon, maintenant, c'est sûr que nos jeunes vieillissent qui sont encore sous contrat. Et puis, mais des fois, tu as des années où tu as des creux par rapport à tes années U20, U17. Et puis, c'est peut-être le fait pour ça qu'il s'est retourné vers des joueurs un petit peu plus vieux. OK. Avant d'évoquer la partie qui fait mal, c'est-à-dire les pré-playoffs, on a encore quelques questions dans le chat qui sont un peu plus personnelles. Louis, Georges-Henri, voulait savoir si tu étais le membre d'un coaching staff en place depuis le plus de temps en National League actuellement. Écoute, il me semble, je crois tu as que oui. été promu en 2008 après la finale contre Zurich, il me semble, si je me souviens bien. Ouais, depuis, moi, je suis arrivé en 2008. Je sais qu'avant, il y avait Raymond Gross à Davos qui était plus vieux que moi. Raymond est parti avec Arnaud. Il y a mon frère qui me courait un petit peu derrière. Je pense que oui. Je pense que c'est rien pour m'aider, mais je pense que oui, je deviens le plus vieux. Ouais. Et puis il y a eu plusieurs questions aussi. Est-ce que tu serais intéressé par un club par un poste de head coach? Que ce Écoute, soit à ça, Genève ou ailleurs. ouais, c'est une question qui revient souvent. Euh, oui et non. Oui, mais pas à Genève. À Genève, tu vois, ça fait plusieurs années que je suis là et puis maintenant, tu portes l'étiquette vraiment comme assistant. Et puis c'est dur parce que la relation que tu établis avec tout le monde, c'est celle d'un assistant. Et puis quand tu es entraîneur-chef, ben, tu peux pas avoir la même relation. Et puis je pense que le fait de monter en autorité, je pense que ce serait mal perçu. Puis encore Quentin qui avait une question sur Tom Ernest. On vous rappelle que vous pouvez gagner son maillot en nous donnant son nombre de points de saison régulière dans le chat, au cas où vous n'avez pas manqué le début de l'émission. Est-ce que Tom Ernest arrive toujours à surprendre les coachs des défenseurs alors qu'il le voit tous les jours évoluer à l'entraînement? Ouais, je te dirais oui sans équivoque. Des fois, il essaie des trucs à l'entraînement, mais tu dis, il a vu ça où, il a pris ça où, puis il est comme ça. C'est, euh, Tu sais, coacher un joueur comme ça, c'est pas toujours facile non plus. Parce que il fait peu d'erreurs dans le jeu. Et puis,
comment je pourrais dire, tu es habitué de donner du feedback positif, négatif, et puis lui, il y a souvent plus de positif que de négatif, et puis par contre, quand il connaît un mauvais match, bon, ouais, il a son caractère à lui, il n'aime pas, et puis, je veux dire, il est capable de se remettre en question. Mais c'est une personne qui est, comment je pourrais dire, qui est tellement professionnelle à tous les niveaux, euh, même sur la glace, hors glace ou dans sa vie privée, que je veux dire, c'est une personne que tu peux t'appuyer dessus aussi. Des fois, en tant que coach, tu as des doutes ou tu as des interrogations. C'est une personne avec qui tu peux discuter. Et puis, lui, il dit comment il voit la chose. Et puis, des fois, c'est des trucs il voit un peu la chose différemment qu'un joueur de troisième ligne ou de quatrième ligne. C'est un peu, pas vraiment un artiste, mais quelqu'un qui est très intelligent dans le jeu. Donc aussi, il amène tout le monde à se remettre en question et à se challenger personnellement. Il y a une question de Yannick pour la saison prochaine qui concerne un autre Suédois. Linus Mark serait vraiment une bonne nouvelle pour le GSHC s'il revient, puisqu'on n'est pas encore sûr à 100%. Écoute, nous, les dernières discussions qu'on a eues avec Marc, il nous a confirmé que Linus allait revenir. Donc, la seule réponse que je peux te donner pour l'instant, c'est qu'on se croise les doigts puis on y croit. Mais est-ce que ce serait. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses aussi sur lui au niveau du vestiaire. Tu vas pouvoir me répondre ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais est-ce que c'est un joueur qui est facile à gérer aussi dans le vestiaire, Marc? Bah, facile, oui, par son comportement, oui. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est méchant ou quoi que ce soit. Par contre, après, c'est plus de, tu sais, chacun a sa petite, comment on dit, sa petite box, puis il y en a que la boîte est un petit peu plus grande parce qu'ils ont besoin un petit peu plus de latitude, puis de paramètres pour jouer. Il y en a qui c'est un peu plus court parce que sont un petit peu plus limités par rapport au hockey IQ, tout ça. Mais puis lui, ben écoute, il a besoin d'avoir une box un petit peu plus grande que les autres. Mais après, je veux dire, ça ne veut pas dire que c'est extensible à toute dimension. Il faut savoir le gérer, mais je veux dire, c'est pas une mauvaise personne, hein, c'est une bonne personne. C'est un artiste. Écoute, tu sais comment c'est les artistes, hein? Il y a des jours sans, il y a des jours où ils sont extraordinaires. Si on revient sur la fin de saison avec les deux défaites en pré-playoff, selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence en faveur de Lugano? Ouais, écoute, on a manqué d'exécution. On savait comment Lugano allait venir fort, comment il pressait, comment il contenait en zone offensive. Et puis, écoute, on n'a pas été capable de matcher leur intensité là-dessus et puis d'exécuter le puck comme on l'avait fait dans les 29 derniers matchs. Est-ce qu'il y a eu un... Vas-y. Les erreurs individuelles ont coûté cher, notamment dans le premier match. Ouais, je pense que la série s'est jouée au premier match, tant qu'à moi. Tu viens ici, OK, on prend un mauvais premier but, après on revient. Et puis quand tu regardes la troisième période, on a quand même 21 tirs au but en troisième période. Et puis, on n'a pas été capable de marquer. Et puis, je pense que c'est plus là où Lugano a pris confiance par rapport à cette troisième période, puis par rapport à cette première victoire. Forcément, il y a une question qui se pose, est-ce qu'il y a eu un effet Max Sorley sur la série? En plus, tu le connais bien. Est-ce que ça coupe? Est-ce qu'il y a eu un effet Max Sorley sur la série? Et quelqu'un que tu connais bien en plus. Quelqu'un que je connais bien qui pose la question? Non, est-ce qu'il y a eu un effet Max Sorley sur la série? Un effet Max Sorley. Bon, écoute, connaissant Chris, je savais qu'elle a amené 2-3 points vraiment spécifiques par rapport à son équipe pour nous battre à nous. Et puis, écoute, on savait qu'elle allait contenir, on savait qu'ils allaient engager leur tracker sur le back-check, sur notre porteur du puck. On savait que défensivement, il allait mettre beaucoup de pression que vers l'autre. C'est des points auxquels on s'attendait puis qu'il y a eu aussi. Peut-être que lui, peut-être que, je sais pas dire si au niveau personnel, il a amené plus son équipe ou à tel point où j'en sais rien. Mais écoute, c'est un match pour nous qui s'est joué sur la glace par rapport à tout ça.
Puis j'avais une dernière petite question, un peu une pique. Désolé, il y a le déménageur qui est derrière. Il y a le déménageur qui est derrière. Salut Seb. On salue bien évidemment Sébastien Beaulieu qui est de passage. Une question un petit peu plus personnelle, puisque Ambry était éliminé après Genève Servette, est-ce que dans la fratrie mat, il y a eu des petites piques entre René et Louis après l'élimination des deux clubs, en disant ouais, j'ai été plus loin que toi? Non, pas cette année. Non, je pense que, écoute, on se réjouit toujours du succès d'un et l'autre. Et puis, c'est sûr que nous, en étant éliminés le dimanche soir, ben écoute, on s'est parlé. Puis moi, j'espérais qu'eux peuvent se passer le mardi. Et puis, écoute, à 2 jours près, on ne s'est pas trop allumé. Si ça avait été une semaine ou deux, ben là, c'est différent un peu. Merci pour la sincérité de ta réponse, Louis. Je regarde vite s'il y a encore quelques questions qui te concernent dans le chat, mais je crois qu'on a répondu à pas mal d'entre elles. En tout cas, il y a Sacha qui propose un duo de frères Matt pour reprendre une équipe. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait te tenter de coacher avec René? Ah, je le sais pas. Écoute, malgré qu'on soit jumeaux, on a des personnalités différentes. On a toujours été éduqués comme ça, hein. Chacun fait sa vie et puis c'est sûr qu'il y a des ressemblances physiques, mais après, le reste, chacun fait sa vie et puis je sais pas. Je sais vraiment pas ce que ça pourrait donner. Et puis, tu sais, des fois, quand ta famille, c'est trop proche, c'est pas bien. Quand c'est trop loin, c'est pas bien non plus. Il y a un juste équilibre à y avoir. Mais écoute, ça s'est jamais présenté. Je te dis pas non, mais ce serait une grande réflexion à y avoir. Eh ben, on va terminer là-dessus avec toi, Louis. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. On te souhaite un bon été. On espère te revoir sur le banc de Genève Servette. Normalement, c'est ce qui est prévu. Mais on ne sait jamais avec la vie ce qui peut se passer au cas où une décision d'un club changerait de direction. T'es d'accord avec moi là-dessus? T'es en train de me dire que je vais changer de club ou Non, justement, moi j'espère pas. t'as entendu des trucs que je suis pas au courant? Bah écoute, non, on a entendu tous une rumeur d'un coach qui viendrait avec tout son staff. Donc voilà, mais actuellement les dernières infos, comme tu le disais, se dirigeaient plutôt vers un renouvellement de Yann, donc une conservation du staff en place. De toute façon, tu as un contrat pour l'année prochaine, toi. Moi, j'ai un contrat pour l'année prochaine. Après, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Voilà, bah, on espère te retrouver parce que c'est toujours agréable de parler avec toi, que ce soit face caméra ou hors caméra. Merci beaucoup, Louis, d'être venu avec nous. D'ailleurs, on te remercie dans le chat pour ta sincérité sur les réponses. On te souhaite un excellent été, de bonnes vacances, si tu en as. Et puis, j'espère. À dans quelques mois. Merci, Louis. À bientôt. Merci à vous deux. Bon été. Salut, bonne journée. Merci, au revoir. Jean-Philippe, on reste ensemble désormais pour la suite de l'émission. On va parler, pour commencer, de la série que tu suis en ce moment, c'est-à-dire Fribourg-Lausanne. On a eu plusieurs questions qui sont revenues sur l'arbitrage, notamment. Qu'est-ce que tu penses de l'arbitrage de cette série? Notamment, je pense, surtout, c'est sur le dernier match que les questions se dirigent. Ouais, alors il y en a des questions sur l'arbitrage sur les deux actes, hein, parce qu'on peut parler du but annulé de Lausanne. Et là, l'arbitre est même allé s'excuser auprès de John Foust. Alors évidemment, vous revenez à 2-1, le but est annulé, la décision ne changera pas. Les excuses, bah, ça ne change pas grand-chose. Le match, il a une autre tournure. Et puis, lors du match d'hier soir, il y a une scène qui a échappé à tout le monde et à moi aussi en direct. Je n'ai pas compris pourquoi John Foust était fâché sur le 3-3 de Lausanne. Et en fait, quand on revoit des ralentis, Nathan Marchand donne un coup de canne sur celle de Milly qui était au marquage. Et l'Américain perd sa crosse, perd l'équilibre. Et 2 secondes après, Marchand reçoit la passe de Dave Souter et marque. Et évidemment, il y avait de quoi être fâché du côté de l'Américain et du banc lausannois. On peut aussi discuter éventuellement d'un surnombre fribourgeois. Ils ont un peu joué avec le feu tout au long de la partie. C'est arrivé à 3-4 reprises où ils étaient un peu limite. Et là, ils étaient peut-être au-delà de la limite. Je n'ai pas encore vu la capture d'écran qui
me convainc complètement. C'est toujours difficile d'évaluer à quel moment Desharnais saute et entre dans cette zone de changement et le Fribourgeois reçoit le puck depuis l'autre côté de la patinoire. Voilà, c'était les Fribourgeois ont râlé sur le moment, mais en fin de match, il n'y a pas eu de gesticulation autour de ça. Donc, ça devait vraiment être limite. Ça, c'était en tout cas pour ces trucs-là. Pour le reste, je ne trouve pas qu'il y a eu. Évidemment, quand il y a eu la première pénalité, c'est Gernat, lorsque Fribourg ouvre le score. Pour vous donner une idée, les gens qui pensent qu'il n'a pas touché la tête de Yecker, bah, si vous voyez, on a pu discuter avec Benoît Yecker, il a dû jouer avec une grille, enfin pas une grille, mais une visière complète dès le deuxième tiers. Donc, voilà, il y a quand même eu quelque chose. On n'a pas les détails de la pas de blessure, mais du coup qu'il a reçu. Il a effectivement été touché. Il n'a pas été coupé. Il n'y a pas de coupure sur son visage, mais enfin voilà. Sur d'autres choses, il ne me semble pas que ça a été, on va dire, un cran au-dessus de l'acte 1, mais c'est encore pas, ils ne sont encore pas au niveau playoff. Et on verra si le troisième duo demain soir monte encore d'un cran. 1 dans la série, c'est un score logique pour toi sur ce que tu as vu? Oui et non, parce que les deux équipes ont fait très bonne figure à l'extérieur. On s'attendait peut-être à ce que ce soit plus facile pour l'équipe qui joue à domicile. Ça n'a pas été le cas. Les deux publics ont joué leur rôle. C'était d'ailleurs fantastique de retrouver des patinoires pleines avec vraiment de l'ambiance, avec de la tension, avec des chants et tout ça. C'était après la série de playoffs annulée et puis celle à huis clos. Ça faisait vraiment du bien et je pense pour tout le monde. 1-1 dans la série, oui, je pense que c'est assez logique. Lausanne est très bien à 5 contre 5. Et pour espérer autre chose, on a passé tout près du 2-0 dans la série. Il faut quand même être réaliste. Di Domenico a une énorme occasion à 2 minutes de la fin, alors que Stéphane n'est plus dans son but. Il a deux possibilités, ou tirer au but, ou bien servir Marchand, qui avait pris de la vitesse plein axe, pour foncer vers le but vide. Et puis, il choisit une troisième option de mettre le puck au fond, comme si le gardien était encore là. Je n'ai pas d'explication sur ce qui s'est passé. On a posé la question, je crois que c'est notre collègue du Blick, Grégory Beau, qui a posé la question à Christian Dubé à la fin du match. Et l'entraîneur fribourgeois disait simplement, mais tout va tellement vite, on ne peut pas tellement en vouloir à un joueur pour ça. Mais à ce moment-là, si le puck entre, c'est terminé. Et le Jäger, l'égalisation, ça ne se passe pas. C'est 2-0. Et là, il y a une énorme pression sur le LHC, alors que ça ne s'est pas passé comme ça. Et Lausanne, en égalisant à la fin, comme souvent, l'équipe qui égalise à 6 contre 5 a ce supplément d'âme, cette espèce d'élan qui est donné par l'égalisation in extremis, et puis aller chercher une victoire pour remettre les pendules à l'heure. Et là, la pression est de nouveau, si on veut, sur l'équipe qui joue à domicile. On recommence un best of five quelque part. Et Yannick qui nous dit Lausanne se met beaucoup en danger sur ses erreurs de relance, ou alors le pressing fribourgeois est très bon. Ouais, c'est juste, les deux sont justes. L'une est la conséquence de l'autre. On a vu Desharnais, on a vu Motet, on a vu Jörg, Walzer aller voler des pucks dans des duels derrière la cage de Tobias Stéphane. Et ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel Lausanne va devoir travailler s'il veut s'éviter des situations compliquées. Demain, troisième match, qu'est-ce que tu attends de cette rencontre? Une montée en puissance au niveau des émotions encore, parce que quand on compare un petit peu les matchs, j'ai regardé 2-3 longs extraits de Bienne, Zurich et surtout de Lugano-Zug. La série entre Lausanne et Fribourg, il y a de l'intensité dans le jeu, oui, pas toujours. Il y a des moments creux, tandis que dans les autres parties, c'est le feu d'artifice, quoi. Ça part dans tous les sens et on est clairement au niveau des duels, des chocs, des charges. Un cran en dessous de ces séries-là. Alors, le spectacle est toujours agréable à suivre. Je dis pas le contraire, mais on s'attendait peut-être à peut-être des petites provocations supplémentaires, à un jeu peut-être plus dur dans certains moments du match. Pour le moment, il n'y a pas encore, ou en tout cas pas à ce niveau-là, au niveau d'un Lugano-Zug, par exemple. Je m'attends à ce que ça monte un peu en puissance, oui. Et puis, un jour ou l'autre, le powerplay lausannois va fonctionner. Parce que là, si on prend depuis le dernier but à 5 contre 4, marqué en saison régulière, c'était à
à Berne. C'est Sekac qui marque en fin de match, 58 ou 59e, je ne sais plus. Il y a eu un seul but en 39 minutes de powerplay. C'était à 5 contre 3 contre Ambry. C'était Sekac encore. Et là, Fribourg a aussi fait un très bon travail pour museler Sekac à 5 contre 5. Et puis, ce powerplay qui ne fonctionne pas. Alors, il y a plusieurs raisons. On va donner du crédit déjà au box-play fribourgeois, qui a été bon toute la saison. Mais aussi, il y a parfois des incompréhensions. Parfois, on veut faire la passe de plus ou la passe de trop, peut-être. Alors que, c'est clair, Berra offre pas beaucoup de rebonds. Il en a offert, je crois, deux ou trois hier soir. Mais bon, peut-être que c'est quand même comme ça qu'il faut y aller. Si on n'arrive pas à déstabiliser rapidement le carré fribourgeois, peut-être lancer, mettre du trafic, mettre un écran. Les recettes classiques, quoi. Sur le but de Gunderson hier soir, Fribourg le fait très bien. Marc qui nous dit que lui il trouve que Lausanne est fatigué. Est-ce que c'est dans son intérêt de ne pas trop emballer les matchs? Je pense pas. Je pense pas qu'il soit fatigué parce que je pense qu'il y a aussi du monde. On a vu que ça a fait un peu tourner le quatrième bloc. Je suis pas sûr qu'il soit encore fatigué. Peut-être mentalement un petit peu avec les 12 matchs en 21 jours en fin de saison régulière et puis les 3 matchs très intenses contre Ambry où ils se sont quand même fait peur. Mais au-delà de ça, je pense pas qu'il soit physiquement fatigué. Non, je peux pas y croire. Pas après 2 matchs de play-off. Peut-être un petit peu tétanisé par l'enjeu parce que Fribourg ne s'est jamais laissé distancer. Et que quelque part, sous le casque, on se dit, oh, si c'est 2-0 puis qu'on doit retourner là-bas, peut-être que ça freine un petit peu, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit physiquement dans le dur, pas encore. Eh ben, on verra ça demain pour l'acte 3 en direct de la BCF Arena avec toi au commentaire une nouvelle fois. Et puis, Ouais. peut-être que Fribourg encaissera un but déjà à domicile dans cette série, puisqu'on rappelle qu'ils ont gagné 2-0 le premier match. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Hein. Mais il y a quand même un homme là que j'aimerais peut-être mettre en avant. Du coup, si on parle de 1-1 à Lausanne et 1-1 à Fribourg, à Lausanne, c'est Ken Yeager. Ken Yeager, c'est le centre du troisième bloc qui maintenant a eu d'abord Berchi et Kenin sur les ailes. Maintenant, là, il y a eu une petite rocade entre Berchi et Ria, la première et la troisième ligne. Mais Ken Yeager, bientôt 24 ans, il aura 24 ans en mai, confirme un peu le potentiel que Lausanne avait vu en lui. Au moment où il est revenu de Suède, où il a terminé sa formation, il y avait une lutte entre Davos et Lausanne pour récupérer Ken Yeager. Et finalement, il a choisi de venir à Lausanne plutôt que dans son club formateur. Et aujourd'hui, là, ces 10 derniers matchs, si on prend en saison régulière pré-playoff et les 2 actes du quart de finale, c'est 6 buts, 2 assists en 10 matchs pour un centre de troisième bloc. Quand on te demande du secondary scoring, on aime bien utiliser ce terme-là, pour un peu donner si jamais vos deux premiers trios ne performent pas, eh bien là, il est extrêmement précieux. Il est aussi précieux en power play. Il avait marqué d'ailleurs un doublé en power play contre Zug. Puis là, c'est lui qui vous sauve la mise sur un des rares rebonds que Vera offre. Il met ce puck au fond, il est au bon endroit. Il est précieux, il prend des engagements, il en gagne. Au niveau du temps de glace, c'est un gars qui était à 13 minutes et demie en saison régulière sur toute la saison de moyenne. Et là, il a passé à plus de 16 minutes en pré-playoff. Puis bon, évidemment, avec la prolongation d'hier, ça booste un petit peu tout ça, mais il est autour de 16-17 minutes, donc on gagne 3 ou 4 minutes. Ça permet aussi de gérer au mieux cette fameuse fatigue dont parlait l'internaute tout à l'heure. Ouais, on l'avait vu sur la fin de saison régulière aussi, tu l'as signalé, c'est lui qui avait un petit peu mené la charge pour permettre à Lausanne de signer quelques succès consécutifs en mars. Voilà. Puis du côté fribourgeois, il y a quand même on va quand même parler de Chris Di Domenico parce que il est sur 2 buts. Les 2 buts de l'acte 1, il est à la passe. Là, il est de nouveau à la passe en power play sur le 1-0. Mais par contre, le reste du match, on a vu un Chris Di Domenico un peu des mauvais jours. Je ne sais pas si tu te souviens de la série d'il y a 3 saisons maintenant entre Lausanne et Langnau. Il jouait à Langnau, Chris Di Domenico. Il avait été assez bon.
Mais à Langnau, il avait ce rôle de one-man show où il devait lui porter le puck, lui faire du cycling, lui entrer dans la zone, etc. Et face à ce Lausanne de 2022, il a essayé des choses, des initiatives personnelles, mais jusqu'au boutiste. Et à chaque fois, il s'est fait voler le puck, il s'est fait attendre. Et évidemment, ça a dû le frustrer un petit peu. Il y a aussi eu beaucoup de discussions avec les arbitres. On sentait qu'il n'était pas dans un jour où c'était le Chris Di Domenico dominant qui pouvait vraiment faire la différence. Et pourtant, il n'a pas été tant chatouillé que ça. Donc, il faut espérer pour Gauthieron que Chris Di Domenico retrouve un petit peu de son lustre et puis arrive à mettre son énergie complètement au service du collectif et d'une éventuelle victoire à domicile. Et Yann qui, On a aussi vu des attitudes sur certains back-checking. On sait qu'il aime bien des fois un peu rester en retrait, attendre à la ligne bleue, profiter d'un turnover quand sa défense récupère pour avoir un temps d'avance. Mais là ça peut coûter dans ce genre de match de play-off. alors, on comprend la question de Yann par rapport à Lausanne-Fribourg. Enfin, la question est orientée sur Lausanne. Est-ce que c'est le plan de match de Lausanne de jouer, entre guillemets, soft pour ne pas prendre de pénalité, étant donné que c'est leur point faible? Tu parlais justement de Di Domenico qui est un peu tranquille là, du côté de Lausanne. Ça, c'est très possible. C'est très possible. Fribourg a eu, on parlait du power play, c'est 2 matchs, 2 buts. Donc, il ne faut pas donner des occasions à Fribourg parce que c'est un des meilleurs powerplay de la Ligue. Ça, il n'y a pas de surprise et c'est bien possible qu'on ait un peu mis la pédale douce là-dessus sur l'intimidation. Parce qu'on a aussi vu dans l'acte 1 que les arbitres avaient une ligne extrêmement stricte. On a aussi vu là, il y a la pénalité de Brodin pour une touchette sur un gant. Et encore, il faut le dire vite. Enfin, c'est vraiment assez sévère. On ne veut pas que ça dégénère. Et ouais, je pense qu'il y a quelque part quelque chose de ça, ouais. Pas prendre de pénalité idiote, ça c'est certain. Et ben voilà pour la série Fribourg-Lausanne. On a fait, je pense, le tour. On va pas non plus s'étaler trop longtemps. Puis on va passer à celle sur Zurich-Vienne. C'est toi qui étais à Zurich, là. T'es rentré tard, Oui. Pascal. Bon, écoute, 1 heure après toi à peine. Zurich, c'est pas très loin, c'est pas si loin de ça que chez moi, quand même. Oui, non, écoute, des heures supplémentaires. Je suis parti juste avant minuit du Hallenstadion. Il y avait un petit peu de circulation, mais après, l'avantage c'est que ça roule bien sur le contournement de Zurich et puis jusqu'à chez moi pour rentrer. Donc ouais, effectivement, c'était long hier, mais c'était un très bon match de play-off. Il n'y a pas eu il y a pas eu de but, il n'y en a eu qu'un seul au final, mais c'était pas un match ennuyant. C'est surtout ça qu'il faut relever. Il y a eu des grandes chances des deux côtés, un Bienne qui est monté en puissance au fil du match et qui a fini par dominer Zurich au troisième tiers, alors que c'était l'inverse au début de la rencontre. Par contre, on a parlé des arbitres, on peut revenir aussi là-dessus. Il y a eu deux gestes qui font polémique. La charge de Schneeberger sur Malgin, charge appuyée mais qui était un peu à l'image de celle de Hellner sur Zwerger durant les pré-playoffs, qui me semble plutôt correcte. D'ailleurs, il y a eu une analyse de Stéphane sur le plateau. Je dirais que c'est plus la différence de taille importante entre Schneeberger et Malgin qui fait que la tête est effleurée par l'épaule du Biennois. Autrement, Malgin retombe sur son épaule. Alors, on n'a pas revu le top scorer zurichois de la soirée. Je suis pas sûr qu'il joue demain. Alors on le saura au moment des line-up. Malheureusement, on est en play-off, donc désormais c'est un petit peu le silencio stampa, comme on dit, au niveau des informations sur les blessures. Et puis il y a le geste de Grossman. Alors il y a la première faute sur Sopa qui est logique devant le but, où il le fait trébucher. C'est celle qui est sifflée par les arbitres. Et puis derrière, au duel, il y a un duel le long de la bande. Il donne un coup de genou, un coup de pied sur un Sopa qui est seul sur la glace, enfin qui est sans défense au sol sur la glace. Et là, il n'y a pas eu de réaction des arbitres parce que ça a échappé un petit peu à tout le monde. Personnellement, je ne l'avais pas vu non plus sur les ralentis tout de suite. Et c'est après, sur les réseaux sociaux, puis en écoutant Stéphane sur le plateau, que j'ai vu l'information de ce genre de choses. Et là, les arbitres ont manqué clairement une pénalité. Et on n'a aucune décision de la Ligue qui a été envoyée. J'ai encore regardé pendant
pendant l'émission. On sait que normalement c'est à ces heures-ci qu'on devrait, même un peu plus tôt, qu'on devrait recevoir les informations s'il y a des enquêtes. Donc pour l'instant, Grossman blanchi par la Ligue sur ce geste. Ça peut encore venir, ou bien? Ça peut encore venir. Écoute, on sait jamais. Hein. Marty, il me semble que c'était venu aussi assez tard, hein, après Justement, le cross-check sur c'est venu Kingsley. son cross-check sur Kingsley, ouais. Tout à fait. Mais donc, on n'a pas de nouvelles de Malguin, à part qu'il n'est pas revenu au jeu. Voilà. Mais C'est qu'est-ce tout. qui fait polémique sur cette charge? Parce que, Bah, le fait que. honnêtement, Schneeberger ne saute pas. Il veut stopper Malguin. On connaît Malguin. Hein, il entre souvent avec de la vitesse dans la zone offensive, souvent plein fer, plein centre. Et pourtant, il a juste eu le temps de se débarrasser le puck. La charge vient pas trop tard. Elle vise pas la tête. Il ne saute pas. Il n'y a pas d'extension. Je vois pas qu'est-ce qui fait polémique, à part que c'est encore Malguin, quoi. Bah, c'est ça qui fait polémique, c'est que c'est Malguin. C'est que c'est un Parce petit qu'on se souvient, joueur c'est face le à quart un de gros finale. joueur. Mais exactement, c'est ça. La quart de finale de l'année passée contre Lausanne, il y avait eu aussi Ouais. Il y avait eu Patakès là autour. Barberio sur Malguin et il y avait eu Patakès autour. Parce que c'est un. Enfin, non, c'était pas Barberio sur Malguin puisqu'ils étaient coéquipiers. C'était dans l'autre sens. C'était un Zurichois sur Christian Malguin. Marty. C'était Marty, C'était oui. Christian Marty qui l'avait fait passer en 2 dimensions dans l'arrondi, là, et puis qui était ensuite allé marquer, si Voilà. je me souviens juste. C'est ça. Disons que voilà, c'est que c'est un joueur de petite taille, un artiste, forcément plus léger qu'un Schneeberger qui ressemble parfois un petit peu à un bûcheron sur la glace. Mais comme tu le dis, pour moi la charge elle est correcte. Hein. Quand je l'ai revu au ralenti, elle est correcte. Nos invités l'ont dit correct. Donc pour moi il n'y a même pas à discuter. C'est juste que, disons que la polémique, elle est plutôt de manière globale, puisque Elner avait été sanctionné de 5 minutes et qu'il avait été blanchi ensuite par le PSO et le juge unique a posteriori, ce qui est tant mieux pour Bienne. Mais on est en play-off, on sait jamais. On avait vu les réactions épidermiques de Zurich aussi en début de saison après la charge de Barberio sur Guerretro, qui était aussi un open hit, mais là, il y avait eu blessure et il y avait la tête qui avait été touchée. Ouais, avec voilà, la crosse. Avec la crosse, on ne parle pas de la même chose. Hein. On parle pas de la même chose, mais voilà, c'est de nouveau un petit joueur de Zurich qui est touché. Et on sait que parfois à Zurich, dans la direction, ils peuvent être assez sanguins. On va dire ça comme ça. Et oui, l'autre polémique, ça je suis d'accord avec Sacha dans le chat, c'est bien évidemment la charge de Marty sur Kingsley. Alors j'étais pas au match à Bienne, c'est David qui commentait ce match-là, mais je regardais le match et personnellement, moi, si j'avais été avec un maillot noir et blanc, je l'aurais renvoyé au vestiaire directement. Parce que c'est pas un beau geste. J'irai pas jusque-là parce qu'on ne sait pas ce qu'on boit. On n'a pas 14 ralentis quand on est arbitre. Et là, bah, écoute, peut-être qu'il y a les yeux ailleurs. Si tu vois juste tomber le gars et que tu n'as pas vu le geste, tu peux rien faire. C'est Kao Kakari, l'arbitre finlandais, qui donne la pénalité. Il est juste à côté du but, c'est lui qui valide le but et tout de suite il désigne Marty pour lui dire qu'il a fait une faute. Donc il l'a vu. Il l'a vu. Tu regardes le ralenti, tu vois avec la caméra d'angle, tu vois Kakari qui fait le tour du but et puis qui monte Marty puis qui lui fait signe d'aller sur le banc de pénalité. Donc il a vu quelque chose. Maintenant c'est clair, avec le ralenti, on est plus intelligent après comme tu le dis. Les arbitres ils ont pas les ralentis sur quelque chose, mais il donne 2 minutes, donc il a vu quelque chose. Maintenant, ça revient toujours à cette problématique de est-ce que il faudrait la vidéo pour les pénalités majeures, et là tu prends une décision, tu dis que c'est une pénalité majeure, et tu donnes et tu reviens ensuite si la vidéo te confirme l'inverse. Alors apparemment j'ai la caméra qui a frisé sur ici à Recense. Je suis désolé, je vais regarder si je peux la réactiver, mais je suis toujours bien présent. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ouais, si tu es là, je peux direct te poser une question parce que c'est à propos de Tormanen. Tormanen décide d'aller jouer. Alors, il gagne 2-0 dans la série. Il va au Hallenstadion jouer contre l'Armada zurichoise avec tous les noms ronflants qu'on connaît.
Et avec lui, il prend Elien Pope comme numéro 1 et Beglieri comme numéro 2. C'est plutôt couillu, si on ose. Alors oui, Qu'est-ce oui, que t'en c'est couillu. penses? Oui, oui, c'est couillu. Et je t'avoue franchement que j'ai été très surpris quand j'ai vu le line-up de Bien sortir. Euh, je me suis demandé à quel point c'était un pari de mettre Elien Pope, sachant qu'il n'avait pas joué depuis un petit moment au niveau de la cage, qu'il n'avait pas joué en playoff depuis 4 ans, où il avait remplacé un match Jonas Hiller, puis il était entré en fin de match pour le remplacer sur le dernier match de la série. Mais les matchs que Elien Pope a joué ces derniers temps, il a été plutôt bon. Et là, franchement, hier soir, c'est un crève-cœur qu'il ait encaissé un but. Il n'y a pas d'autre terme. Il a Qu'est-ce que tu penses de ce but sorti. d'ailleurs? Ah, le but est une très belle réussite de Chris Baltisberger. Il réussit à effacer avec son petit coup de frein Kevin fait pour pouvoir se retourner, tirer en se retournant. Et pour un gardien, c'est très difficile de tirer un joueur qui se retourne. Et là, il le met dans la lucarne. Le tir, il est parfait. Elien peut pas faire grand-chose. Alors, il y a encore quelques hésitations de la part d'Elien Pope. Parfois, la mitaine qui capte pas bien le puck ou le rebond qui est pas très bien dirigé. Mais il a fait face à plus de 40 tirs hier soir. Et il a encaissé qu'un seul but. Alors qu'en début de saison, c'était plutôt l'inverse. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la suite pour lui? Parce que sa situation contractuelle se termine à Bienne, si je me trompe pas, là, je dis ça de tête, mais il me semble pas qu'il avait encore trouvé chaussure à son pied, à son patin pour la saison prochaine. Écoute, j'ai pas discuté de ça avec lui parce qu'il était vraiment très déçu après le match, hein. Il est venu tout de suite à l'interview, donc pour ça, je l'ai été plutôt sympathique en se focalisant que sur le match. Mais j'ai surpris une discussion entre un journaliste alémanique assez célèbre et un agent de joueur roman que j'ai croisé dans les couloirs du Hallenstadion. Et Ouais. ça parlait un petit peu de ça aussi. Et puis d'un autre club de National League qui est pas très loin de Bienne, qui pourrait être éventuellement intéressé par les services. Mais on sait que c'est un peu compliqué de ce côté-là. Donc voilà. Ok, Et je très vais bien. répondre aussi à Fabien. Oui, effectivement, Kovar a été excellent hier soir. Il a fait son meilleur match de la série et c'est quelque chose qui tant mieux pour Zurich, hein, et puis tant mieux pour la série. Alors non, Christine, c'est pas une mauvaise connexion, c'est la caméra qui a frisé. Parce que c'est moi qui diffuse le signal. Donc voilà. Euh, Désolé pour le petit problème technique, hein, vous allez rester avec moi qui suis figé dans une position qui est assez Je comique. peux Non, être, je peux, tu veux te figer aussi, Jean-Philippe? si tu veux. Non, voilà, Ouais, pour je te revenir sur retourne ta Kovar. question. Ouais, je te retourne ta question. Tout à l'heure, tu me demandais comment elle est passée. Je sais que c'est pas toi qui sera sur l'acte 3 à Bienne, Acte 4. mais l'acte 4 pour vous. Mais dans quel état d'esprit tu vois les Biennois là, à la maison, toujours avec un break d'avance? Écoute, on dit toujours qu'en playoff, perdre 1-0 ou 8-1, c'est la même chose, c'est qu'une seule défaite. Hier, c'est pas une défaite qui va être facile à digérer, ça dépend de beaucoup de choses et je pense que euh, excusez-moi, j'étais en train de lire le chat. Je vais enlever le chat de sous les yeux pour répondre. Non, écoute, je pense que le soutien du public, là, demain, sera très important sur le début du match pour essayer de donner une énergie positive. Après, je ne serais pas étonné de retrouver Chikin dans les buts du côté de Bienne. Pas forcément parce que Pope a été mauvais, mais simplement pour essayer de gagner devant le public, puisque malgré tout, bah, quand on regarde, au final, Pope a perdu son match et puis Chiken a gagné les deux premiers. Mais ça dépendra aussi de l'évolution des maladies de Kunti, de Radgeb, d'éventuels retours aussi au jeu. Parce que là, clairement, hier, il a tenté un pari, comme tu dis, et d'aller avec ses cinq étrangers comme joueurs de champ, en mettant justement Liam Pope et puis Bellieri comme numéro 2. C'est clair que s'il y avait eu 5-0 après 20 minutes de jeu, Tormanen serait passé un peu pour un idiot. Mais voilà. Comment vont réussir à digérer cette défaite les Biennois? Je suis pas dans leur tête, donc ça, je peux pas dire qu'ils vont réussir, mais ça va clairement laisser des traces.
On va dire ça comme ça. Et puis, du coup, si Shikin revient au but, est-ce que c'est simplement écrit que c'est Mix Indrashis qui retourne en tribune, selon toi? Ce serait le choix logique, quoique hier, il a quand même fait un très bon match. Il a été très remuant. Et il a très bien complété Kinsley et Brunner à la place de Kunti, où Kunti se trouve habituellement. Je pense que le choix est assez cornélien quand même pour Tormenon, parce qu'il ne peut pas se priver d'Yakovenko et Löw en défense. Rayala est indispensable en attaque, il est dans tous les bons coups, il patine dans tous les sens, il backcheck aussi, donc Rayala c'est indispensable, et puis Salinon, il y en a besoin sur la première ligne. Donc Ça répond à la question alors. c'est plus un choix par défaut, j'ai envie de dire. Que voilà, on va punir Indrashis entre guillemets parce il a fait un mauvais match. Bon, c'est clair que si Kunti revient, il va reprendre sa place au milieu Oui, bah, de la fameuse si Kunti ligne revient, des Zurichois. c'est la meilleure nouvelle pour le HC bien si Kunti revient parce que la solution pour Tormanen elle est simple. C'est Shikin dans les buts et puis Artonize comme disent nos amis zurichois. Ouais, effectivement. Après, dépend aussi par rapport à Grossman, par rapport à ça, parce que bah, il termine avec 6 défenseurs. Delémont a quand même pas mal joué avant. Enfin, il termine à 7 défenseurs, mais ça veut dire un défenseur en moins. Il avait mis Kevin Fay à la place de Yannick Radgeb au début du match, à côté de Victor Löw, et il a très vite commencé à alterner aussi à faire une présence sur 3 avec Noah Delémont aux côtés de Victor Löw. Delémont jouait son premier match de playoff. Il a été plutôt bon. Quelques petites erreurs de patinage, mais sans conséquence pour son équipe. On se réjouit de voir ce que ça peut faire. Et probablement donc un Zurich sans Malguin. Je dirais 80% de chance de ne pas avoir Malguin demain à la Tissot Arena. On va dire ça comme ça. Ça change quand même le visage offensif de Zurich. Hein. Oui. Surtout que Zurich n'a pas tant de profondeur actuellement au niveau des joueurs qui ont l'habitude des playoffs en National League. Voilà, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Il reste plus que le programme de la semaine et ça va peut-être permettre de retrouver la webcam chez moi. Donc peut-être, ouais. on va passer au programme de la semaine. En fait, vous allez voir, c'est très simple. Le programme de la semaine, c'est facile. Lundi, mercredi, vendredi et dimanche, les demi-finales de Swiss League. Vous aurez droit aux 2 matchs à disposition, donc Cloton, Turgovie et Holton, la Chaux-de-Fonds, qui vous seront présentés l'un sur MySports One, l'autre sur MySports Pro. Demain, jeudi et samedi, les quarts de finale de National League, avec demain en match studio, ce sera de nouveau Bienne Zurich. Dès 19h30 sur MySports One, les autres matchs sur MySports Pro, et puis on rajoute jeudi la National League sur Twitch. Donc voilà, c'est pas trop compliqué. Puis de la NHL ce week-end également, comme à l'habitude. C'est pas trop compliqué, Jean-Philippe, hein, on est d'accord là-dessus. Non, effectivement. Maintenant, moi, je serai sur la série entre Fribourg et Lausanne, donc je me réjouis de voir la suite. Et puis, ouais, déjà demain soir à la BCF Arena. Et puis on nous demande, on va terminer là-dessus, un petit prono entre Holton et la Chaux-de-Fonds pour les demi-finales. Bon, je dois avouer que j'ai pas beaucoup vu jouer Holton cette saison. J'ai vu la Chaux-de-Fonds 2-3 fois. Moi, je pense que Sondre Holden manque beaucoup, même si à la Chaux-de-Fonds. Donc, le Norvégien, le top scorer qui s'est blessé à l'épaule et qui a rempilé pour l'année prochaine. Je pense qu'il était extrêmement important à 5 contre 5, mais aussi en power play. L'Américain Hunter Brinker là est bon, mais dans un autre style, et pas aussi dominant en Swiss League que Holden a pu être au niveau dans la saison régulière. Donc, je vois plutôt Holton, honnêtement. Sur les forces en présence, il y a aussi eu quelques blackouts là, contre Viège à domicile avant de finalement passer l'épaule. Le seul truc, alors ça c'est le point où je mettrais Holton en avant, et puis je mettrais Chaux-de-Fonds en avant avec l'arrivée d'Östlund dans les buts. Parce qu'il prend plus de place, il a plus d'expérience aussi de match à enjeu. Voilà, c'est un petit peu pour rester open, mais
C'est comme ces séries un peu serrées, on aime bien que ça aille au 7e match, disons. Voilà. Et puis après, 7e match à Holton, ben, tout peut se jouer, quoi. C'est un petit peu ce que je souhaite aussi pour la série entre Fribourg et Lausanne. Bah, je vais pas beaucoup te contredire, hein. C'est vrai que Holton est une très belle équipe, mais Chaux de Fonds avec un Östlund peut mettre de sacrés bâtons dans les roues des Seulerois. Un petit côté roman qui a envie de voir quand même Chaux de Fonds aller en finale pour peut-être défier Cloton et puis encore mettre des bâtons dans les roues des aviateurs. Ouais, Cloton, c'est quand même une Oui, sacrée oui, Mannschaft, hein. c'est une sacrée Mannschaft. Voilà pour cette overtime. On arrive gentiment au bout. Le prochain épisode, ça dépendra des résultats en demi-finale et éventuellement des matchs le 4 avril. Donc ce sera soit lundi, soit mardi de la semaine prochaine. Vous aurez ça bien évidemment sur nos réseaux sociaux. Pour l'émission, vous retrouverez dans quelques instants la rediffusion sur Facebook en vidéo et puis dans l'après-midi sur YouTube et en audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur ces plateformes ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram pour avoir toutes nos actualités. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien évidemment le partager et laisser un pouce vers le haut. On vous souhaite une excellente semaine, d'excellents fin de quart de finale et de début de demi-finale en Swiss League à tous. À bientôt. Bye bye. Ciao, bonne journée.